Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Donc, avec le projet Astro Club en passant, j'ai eu beaucoup de retours sur qu'est-ce qui vous manquait en astro pour mieux la comprendre. Parce que, perso, je sais à quel point c'est un sujet qui peut sembler complexe ou qui a beaucoup de composantes à prendre en compte quand on essaye de faire une analyse, etc. Ou juste de se mettre la tête dans l'astro, c'est comme, damn, ça a l'air un peu intimidant. Fait qu'avec vos questions / les choses que vous comprenez pas à 100%, mais ça m'a inspiré à faire ce podcast-là. Évidemment, toutes les notions vont être touchées dans Astro Club en vidéo, là, où est-ce que je vais vous expliquer et tout. C'est un petit peu mieux expliqué, plus complet, on s'entend. Mais reste que ça m'a inspiré de discuter de ça dans un podcast, OK? Au niveau de l'interprétation, au niveau de quand on est confronté à un thème astral, où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on en fait? Les nuances qui peut-être peuvent ressortir d'un thème. Fait que je vais essayer de discuter de ça là, cette semaine d'une façon un peu plus casual. J'ai pas de notes, mais je vais me sortir un thème astral devant moi puis je vais essayer de voir peut-être les nuances que certaines personnes qui commencent ne voient pas. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, c'est sûr que la première chose à considérer, c'est que le thème astral, c'est un tout, hein? Et c'est ça qui peut devenir un petit peu mélangeant, c'est qu'il y a tellement de choses à prendre en compte en même temps. Comment on l'énonce à nos clients? Comment on l'énonce à même nos amis quand on essaie de regarder leur thème? On pourra jamais tout dire d'un coup, OK? C'est impossible de prendre tout en considération puis de faire une phrase qui résume tout le thème astral. On s'entend, là, it's not doable. C'est pas possible. Mais je pense que de décortiquer tout en toujours liant les autres choses qui sont en aspect surtout à la chose qu'on décortique, OK? Exemple. Là, j'ai Johnny Depp, OK? Son thème astral devant moi. Si, exemple, on veut parler de l'amour pour lui, évidemment, on va regarder, exemple, Vénus. On peut regarder la Lune. On peut regarder, exemple, où est-ce que Junon se trouve. On peut regarder son descendant. Tout ça, c'est expliqué dans Astrolove. En passant, si vous voulez décortiquer d'une façon un petit peu plus facile d'accès, on va dire, ces placements-là. Fait que ça, c'est une chose. Dans son cas, c'est pas si compliqué que ça, sachant qu'il y a beaucoup de planètes en signe de terre, OK, au niveau de ceux que j'ai énoncés. Disons, il y a Vénus en Taureau, il y a une Lune en Capricorne, en plus, il y a Mars en Vierge. Fait que, tu sais, tout ça nous montre qu'il y a besoin, exemple, d'une partenaire qui va être stable, qui va être fiable, tout ce que la Terre est. Fait que ça, je pense que c'est pas trop problématique, juste de décortiquer doucement Vénus et Lune. OK, si on commence juste par ça pour un client, ça peut être super facile. Mais après, dans son cas, les deux sont pareils. Les deux sont dans un signe de terre, make sense. C'est un petit peu plus comme to the point. Mais si jamais, je sais pas, quelqu'un aurait Vénus en Cancer, mais une Lune en Bélier. Ça veut dire qu'ici, ses besoins au niveau de l'amour, de Vénus, sont dans un signe du Cancer, de connexion émotionnelle, d'intimité, d'être rassuré, d'être proche de son partenaire, d'avoir besoin de sécurité au niveau de la connexion, versus une Lune en Bélier qui a des besoins émotionnels de liberté, de faire ce que ça veut, de pas être étouffé en couple. Fait que là, il y a un petit dilemme. Et c'est exactement ce que je dirais à mon client. Exemple, OK? Ah, tu sais, peut-être qu'il y a un côté de toi qui a besoin d'être proche, de fusionner avec ta partenaire, d'être rassuré, tu sais, d'être vraiment avec quelqu'un sur qui tu peux compter émotionnellement. Mais en même temps, tu as besoin de respirer, right? Tu as besoin de garder un peu d'indépendance puis d'être dans ta bulle de temps en temps puis de pas rendre de compte. Est-ce que tu dirais ça? T'es dans lequel? Plus l'un ou plus l'autre? Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de réponse finale dans un thème astral, c'est un potentiel, hein, si on s'en rappelle. Et donc, certaines personnes vont peut-être être plus dans leur Vénus en Cancer, dans une relation, peut-être plus dans leur Lune en Bélier, dans l'autre, tu sais, libre arbitre, puis ça dépend aussi face à quel genre de partenaire on est. Peut-être qu'il y en a certains qui vont venir trigger certaines parties de nous aussi. Fait que c'est toujours bon de laisser un range, tout en étant précis, mais avec une marge de manœuvre. Moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Fait que disons, Vénus en Cancer, bon, on décrit un peu qu'est-ce que ça veut dire, puis on ajoute le « mais » en même temps, t'as ce besoin-là aussi, tu sais, où est-ce que tu te situes là-dedans de laisser le client un peu voir où est-ce qu'il en est par rapport à ses besoins. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines relations qui vont combler beaucoup plus sa Vénus en Cancer, tandis que d'autres, ben sa Lune en Bélier va pouvoir respirer face à sa partenaire. Exemple, où est-ce qu'il y en est en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait prendre plus de place? Qu'est-ce qui est un peu plus négligé? C'est à lui de voir.
Mais ça va être rassurant pour lui de savoir que, ah, tu sais, je suis pas fou de peut-être avoir, oui, besoin de fusion puis de vouloir être vraiment proche de ma blonde, mais en même temps, Chris, des fois, j'ai besoin d'air. It makes sense now, parce qu'on lui explique qu'il y a deux parties de lui au niveau de l'amour, exemple. Fait que c'est très dur de mélanger les deux. C'est très dur de dire « Ah oui, t'as besoin de fusion, mais en même temps, t'as besoin d'air. » Tu sais, it doesn't make sense. On peut peut-être même croire que c'est contradictoire, mais c'est ce que la personne se dit à l'intérieur d'elle-même aussi. Elle se dit « Maudit fuck, j'ai l'impression que je me contredis. » Mais lorsqu'on rentre dans l'astrologie puis qu'on explique, on catégorise un peu ça devant elle, elle se dit « Bon, là maintenant, ça fait du sens. Là maintenant, je comprends pourquoi j'ai peut-être des besoins qui veulent pas dire la même chose, mais qui sont valides tous les deux quand même. » Fait que c'est sûr que moi, je mise énormément sur les aspects en astrologie, OK? Pour avoir vraiment de la maîtrise du thème astral, les aspects cachent tous les secrets. Pour vrai. Fait que c'est pour ça que la formation partie 3, ça vaut la peine de l'apprendre, je trouve. Ou même, comme dans Astro Club, on va expliquer les aspects un petit peu plus en profondeur ensemble aussi par des exemples, des interprétations. Mais si vous voulez maîtriser les aspects, get in dans la formation partie 3. D'ailleurs, si jamais vous la trouvez pas sur mon nouveau site, ça s'en vient. Là, vous pouvez toujours m'écrire un DM puis je vous enverrai un lien. Mais avant de comprendre les aspects, c'est de comprendre l'essence de chaque signe. Je vous jure qu'un astrologue qui maîtrise tous les signes et toutes les significations que chaque signe implique. Exemple, le bélier, oui, c'est indépendant, oui, ça a besoin d'air, oui, ça veut faire ce que ça veut, exemple. Fait que si quelqu'un a peut-être un placement qui va être disons en vierge, OK? La vierge, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut répondre aux critères. Ça veut bien exécuter. Ça veut ne pas se tromper. Mais à l'intérieur de cette personne-là, il y a un côté qui veut faire ce qu'il veut, puis un côté qui veut bien faire. Fait que juste le fait de comprendre ça, on vient d'illuminer deux aspects de la personnalité de quelqu'un qui fait, encore une fois, beaucoup de sens maintenant, parce qu'il peut se valider, puis comprendre qu'il y a deux instances à l'intérieur de lui qui veulent deux choses différentes. Exemple. Et pourtant, la Vierge et le Bélier ne sont pas en carré, sont en quinconce, en passant, mais quand même, leurs archétypes sont très différents. Fait que quand on maîtrise les signes, là, c'est là qu'on va être capable de faire des liens qui sont pas tant académiques, mais qui sont plus logiques. OK? Si je vois beaucoup de béliers, beaucoup de vierges dans quelqu'un, je sais qu'il y a des dilemmes, parce que ces deux énergies-là sont très différentes. Et donc, nécessairement, il y a une partie de eux qui va tirer vers la liberté, faire ce que je veux, y aller, foncer, pas se poser de questions. Puis une autre partie qui va tirer vers « Ouais, mais est-ce que je calcule bien? Est-ce que je suis assez prudent? Est-ce que ça va mener au résultat ou je vais me tromper? » OK? Le côté vierge. Bref. Donc, de comprendre l'essence de chaque signe, ça fait vraiment toute la différence. Puis d'ailleurs, je vais me le noter parce que c'est quelque chose qu'on va voir dans l'Astro Club. Donc, avant de comprendre les aspects qui sont, je vous jure, game changer, comprendre les signes, comprendre tout ce que ça implique d'avoir quelque chose dans ce signe, et peu importe la planète, hein, c'est sûr que la planète ajoute des détails. Exemple, si on a Mars dans le signe de la Vierge versus Lune dans le signe de la Vierge versus Vénus dans le signe de la Vierge, oui, bien sûr, ça va changer la donne, mais quand même, s'il y a beaucoup de placements bélier, beaucoup de placements vierge, peu importe les planètes, il va nécessairement avoir un dilemme entre, encore une fois, la fiabilité de la Vierge et le besoin de liberté puis de faire ce qu'il veut du bélier, exemple. C'est sûr que ces dilemmes-là vont ressortir particulièrement dans des signes qui sont en carré. Puis quand on dit des signes en carré, ça veut dire des signes qui sont à 3 signes de distance. Exemple, on commence avec le bélier. Après 3 signes plus tard, on a le cancer. 3 signes plus tard, on a la balance. 3 signes plus tard, on a le capricorne. Tous ces signes-là forment soit des carrés, soit des oppositions, dépendamment duquel on regarde, là. Mais reste que c'est des énergies qui sont toutes dans la même modalité. Exemple, ils sont toutes dans des signes cardinaux, qui veulent entreprendre, qui veulent avancer, exemple, mais pas de la même manière. Le cancer avance selon son gut feeling. La balance avance selon son objectivité. Le capricorne avance selon des résultats tangibles. Et le bélier avance selon ses impulsions, OK? Fait qu'ils veulent faire les choses d'une façon très différente, mais ils veulent faire la même chose. Et c'est pour ça que les signes en carré, exemple, vont avoir certains conflits et vont créer certains dilemmes à l'intérieur des personnes. Et je vous jure que c'est ça qui marque le plus quelqu'un quand on en parle dans son thème astral. Les sextiles, les trigones, ok, c'est cute, mais je vous jure que c'est pas ça qui vient chercher quelqu'un. Même des fois, très souvent, là, si j'essaye de parler un peu de sextile ou de trigone à quelqu'un, ils sont comme ouais, mais tu sais, pas tant. Mais voilà. C'est quelque chose qui est pas nécessairement conscient, c'est pas quelque chose qui vient nous hit, qui vient nous chercher. C'est plus quelque chose soit on prend un petit peu pour acquis, ok, honnêtement, ça arrive souvent, ou soit, tu sais, c'est tellement comme facile pour nous qu'on se rend même pas compte qu'on a cette force-là, exemple.
Fait que ça vaut la peine de regarder les sextiles, les trigones dans notre propre thème astral pour voir un peu les facilités qu'on peut avoir. Mais quand on maîtrise les carrés, quand on se met la tête dans les carrés, les oppositions et tout, ben c'est ça qui va vraiment faire une différence parce que c'est ça qui nous gosse dans notre personnalité. C'est ça qui amène des dilemmes qu'on a de la misère à vivre des fois. Fait que quand on s'arrête là-dessus, quand on maîtrise ce sujet-là, c'est ça qui fait encore plus de différence que de juste comme utiliser un sextile à notre avantage, genre. Et c'est pour ça que quand on commence en astro ou quand on commence avec un client, moi, je trouve que ça vaut la peine de regarder ses carrés, ses oppositions et ses conjonctions. C'est ça qui parle le plus. C'est pas pour rien que dans ma formation d'astrologie, c'est de ces aspects-là dont je parle, parce que c'est eux qui hit. C'est tout, OK? Je vous jure que c'est eux que vraiment on va sentir, vraiment on va se sentir interpellé, vraiment genre on va résonner avec ça. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ma Vénus, ma petite Vénus qui est en conjonction à Chiron, ça m'avait hit. Ma petite Vénus qui est en carré à Neptune, ça m'avait hit hard, OK? Carré à ma Lune aussi, etc. Mais surtout de comprendre ces deux aspects-là, ça unlock mon potentiel au niveau amoureux. Déjà, ça m'a confronté à mes gros angles morts, on va dire ça comme ça, parce que souvent, les carrés, ça peut être des angles morts. C'est quelque chose qu'on fait par pattern, mais qui nous nuit indirectement. Moi, perso, c'était d'idéaliser mes partenaires, c'était de donner des excuses à mes partenaires, c'était d'être dans l'espoir, d'attendre, de sauver, de guérir, de tout donner, de me compromettre comme « girl, stop ». Puis quand j'ai vu ça dans mon thème, j'étais genre « oh my God, it makes so much sense ». Quand Vénus est en carré à Neptune, qui est l'illusion, qui est le brouillard, qui est la dévotion, qui est tout ça, ben on peut penser qu'il y a juste nous qui comprenons notre partenaire, qu'on est là pour l'aider à guérir, à le sauver, à être celle qui aura vu son potentiel et qui l'aura aidé à genre surmonter. Tu sais, bullshit, OK? Et ça veut pas dire qu'on devient autre chose quand on en prend conscience. Ça veut juste dire qu'on peut savoir nos petits angles morts et les mettre dans notre conscience. C'est-à-dire, moi, quand j'ai recommencé à dater, là, quand j'ai arrêté d'être avec mon ex, que j'ai travaillé sur moi, etc., sachant que je peux avoir des tendances comme ça, j'ai vraiment fait attention à être, exemple, réaliste en couple. À vraiment regarder la personne que j'ai en face de moi pour tout ce qu'elle est et pas tout ce que je pense qu'elle pourrait être. Et donc, j'ai pas daté du potentiel, j'ai daté de la réalité. Parce que moi, perso, je suis pas habituée à faire ça. Je suis habituée à avoir des lunettes roses en amour, OK? C'est ça, Vénus carré Neptune, Vénus conjoint Neptune, Vénus en poisson au pire même. Mais depuis, mon monde relationnel est épique, OK? Mon chum, pour vrai, best guy. Honnêtement, là, OK? Puis je veux pas me faire de faux espoirs, justement, mais pour l'instant, tout va bien. On est fiancés en plus. Puis pour vrai, notre quotidien est vraiment, vraiment agréable. On se chicane pas. On est capable de communiquer. Mon chum, je le connais pour tout ce qu'il est, OK? Justement, dans ses défauts, dans ses qualités, puis ses défauts me conviennent parce que j'en suis vraiment consciente, OK? Donc, bref, je dis pas que ça va marcher toute notre vie puis qu'il est parfait, là, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai pris mon temps de regarder tout ce qu'il était en réalité et ça m'a énormément aidé parce que si j'avais mis des lunettes roses, ben peut-être que j'aurais gâché les choses ou peut-être que j'aurais, je sais pas, été avec un gars avant lui parce que j'aurais vu ce gars-là comme étant « ah oui » puis j'aurais manqué l'opportunité d'être avec mon chum. Pas vrai, OK? Bref. De connaître ses patterns, ça aide énormément et de regarder son thème astral, ça va nous les montrer. Particulièrement les carrés, particulièrement les conjonctions, particulièrement les oppositions. Et donc, en tant qu'astrologue ou en tant qu'ami qui s'y connaît dans l'astrologie, on peut être d'une grande aide aux gens en face de nous lorsqu'on est capable de voir ça chez eux, voir leur pattern, où est-ce que peut-être ils doutent de leur légitimité s'ils ont des aspects à Saturne, peut-être où est-ce qu'ils doutent de leur confiance en eux s'il y a des aspects à Mars qui est un petit peu challengeant. Puis on peut les aider à arrêter de répéter ce pattern-là, d'en prendre conscience, puis de travailler sur ça pour les aider à être plus eux-mêmes au lieu d'être juste dans la répétition de ce qu'ils pensent qu'ils sont. Donc, on revient. C'est sûr que les aspects, je vous le répète, puis je vais jamais arrêter de le faire, c'est la chose la plus importante en astro pour la maîtriser. C'est sûr que c'est un sujet qui est un petit peu plus complexe, donc ça prend un petit peu plus de pratique, mais c'est ça qu'on va faire dans Astro Club, encore une fois. Et avant ça, l'essence des signes. L'essence des signes, de la maîtriser du bout des doigts, ça va vous aider à non seulement comprendre le thème astral, parce que justement, c'est une interaction, le thème astral. Donc, si on voit plusieurs planètes dans un coin, genre, je sais pas, du taureau, on sait que cette personne-là a besoin de stabilité, qu'elle est relativement pragmatique, mais si aussi elle a des planètes peut-être en Verseau, mais là, on comprend qu'il y a quand même un besoin de nouveauté, là, pas juste de stabilité. Il y a quand même une partie d'elle qui a besoin de switch things up puis d'élargir ses horizons.
Et c'est là que ça commence à résonner. Parce que si on parle à un taureau, Vénus en taureau, Mercure en taureau, puis on lui dit « Ah oui, toi, t'es vraiment stable, puis t'as besoin de stabilité, puis t'es quelqu'un qui peut fonctionner dans les routines », mais que cette personne-là a Mars en Verseau, conjoint Uranus en Verseau, il va faire comme oui, mais non ». Parce que son Mars en Verseau, qui est extra libre, qui veut pas suivre les conventions, qui veut absolument pas suivre un protocole, puis une routine, puis être stable, ben, il va pas se reconnaître, justement. Il y a une partie de lui que oui, stabilité, ça lui plaît. Mais Mars, c'est qu'est-ce qui nous motive, c'est qu'est-ce qui nous allume. Puis conjoint Uranus, exemple, ben, c'est un petit côté rebelle, qui veut faire à sa façon, qui veut pas suivre le troupeau, qui veut comme, voilà, faire qu'est-ce que lui il veut, d'une façon plus individualiste et plus éclair, genre une inspiration qui vient comme ça. Uranus, c'est imprévisible. Fait que quelqu'un qui est taureau, OK, plein de placements taureau, oui, va vouloir sa stabilité, oui, va être pragmatique, oui, va vouloir faire des choses qui font du bon sens étape par étape, mais en même temps, son Mars, non. Et donc, ça vaut la peine de lui parler de ces deux instances-là, disons ça comme ça. Puis, on a plusieurs instances, OK? J'appelle ça les sub-personnalités. D'ailleurs, j'ai un podcast là-dessus, un petit peu plus loin dans le podcast. OK, je suis allée descendre, c'est l'épisode 85, si jamais ça vous tente d'aller écouter ça. Puis aussi, pour comprendre les aspects, j'ai l'épisode 88 puis l'épisode 89 au besoin. Donc, tout ça pour dire là, que de parler de plusieurs placements, c'est ça qui est nécessaire. Puis on peut les décortiquer. C'est juste qu'au lieu d'être catégorique, puis au lieu de dire « Ah oui, tu es taureau et donc tu veux que les choses soient toujours stables et faire des routines tout le temps, OK? » Ben ça va pas résonner autant que si vous voyez que cette personne-là, il y a peut-être un petit placement en Verseau, en Sagittaire ou, je sais pas, en Bélier. Ben non, il aimerait pas ça la routine. Non, il aimerait pas ça faire qu'est-ce qu'il doit faire puis d'une façon stable. Il va vouloir faire ce qu'il veut, OK? Il va vouloir switch things up, avoir un petit peu de nouveauté. Ces signes-là sont très... D'ailleurs, le Gémeaux aussi, je vous dirais, là, peut-être plus d'une façon mentale, mais bon, c'est des signes qui n'aiment pas ça, la répétition. Même s'il est taureau, cette personne-là, si son Mars est en Sagittaire, Mars en Verseau, Mars en Bélier ou Mars en Gémeaux, exemple, il va avoir besoin de nouveauté, il va avoir besoin d'adaptabilité, de changer les affaires, d'essayer comment lui il veut sans qu'on lui dise quoi faire, exemple. C'est important de le mentionner. Puis là, je dis Mars, mais ça peut être une lune aussi dans des signes comme ça. Exemple, le Bélier, le Verseau, le Sagittaire ou le Gémeaux. Si on a une lune dans un signe qui a besoin de nouveauté, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de faire ce qu'il veut, qui est indépendant, qui est libre, bien nécessairement, on va avoir besoin de ça aussi, même si on est un taureau, Vénus en taureau, Mercure en taureau. OK? C'est important de garder ça en tête. Fait que l'essence de tout ça, c'est comprendre les signes en profondeur. Et on va le faire. Je pense que ça va être la prochaine leçon. Dans Astro Club, ça va tomber dans probablement astro personnel, dans cette catégorie-là, parce que, bon, c'est des notions quand même pour garder un thème astral. Là. Ouais, on va faire ça. Je pense, je vais me le noter. Puis quand ce sera officiel, je l'annoncerai en podcast ou quoi que ce soit. Mais c'est essentiel. C'est la base de tous les signes. Puis je vous dis, c'est comme ça qu'on complique pas l'astro. C'est en comprenant les essences, OK? Les fondations d'un thème astral. C'est pas tant « Ah, mais là, Vénus est en carré assis, puis là, ah, c'est dans la maison ci, puis là, il y a telle notion, c'est un stellium, c'est un... » Non! OK? L'astrologie, Loki, c'est des logiques. Puis moi, c'est ça que j'ai développé le plus, OK? Je suis une astrologue, je vais m'appeler une astrologue pragmatique, pratique. J'ai pas de gut feeling, j'ai pas d'intuition. Je suis juste en train de regarder qu'est-ce qui fait du sens, puis logiquement, s'il y a ce placement-là, il devrait se sentir de telle façon. Puis logiquement, s'il y a ça de l'autre côté, mais ça se peut qu'il y ait un petit dilemme. C'est des logiques, OK? C'est pas si compliqué que ça quand on comprend les bases. Bon, autre chose que les signes, il y a aussi certains placements un peu plus subtils, je vais dire, qui peuvent indiquer ou contrer un peu le restant du thème. Exemple, on est face à quelqu'un qui a beaucoup de placements en signe de feu ou beaucoup de placements très indépendants dans son thème, que ce soit même Vénus, au niveau de l'amour et tout ça. Mais il y a un petit, je sais pas, Chiron en balance, puis Lilith en cancer qui est là dans le thème. On pourrait facilement passer à côté, OK? On pourrait facilement prendre ça pour acquis puis juste penser que cette personne-là, elle veut être indépendante, elle veut de la passion, elle veut peut-être juste comme qu'on la laisse tranquille, OK? Exemple, j'ai pas une Sagittaire, Vénus en Verseau, Lune en Bélier. Tu te dirais, OK, cette femme-là, elle a pas besoin de personne, comme she's a strong, independent girl, OK? Clairement. Mais si Chiron en Balance, qui est un petit bobo au niveau de l'amour de soi, de l'amour des autres, en mode genre on se sent plus bien avec soi lorsqu'on se sent aimé. Comme notre valeur est un peu dépendante de si on est approuvé, valorisé, aimé de l'extérieur.
Et en plus, avec l'élite en cancer, qui est un peu une compulsion à être sécurisé au niveau émotionnel, ça peut arriver, dépendamment dans quelle maison, là, mais disons que c'est dans la maison 7, OK, du couple, justement. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle serait un petit peu plus dépendante affective qu'on le pense. Fait que oui, elle aurait les qualités, exemple de Vénus en Verseau, d'aimer la liberté en couple, tu sais, de se respecter en tant qu'individu à part entière, pas juste de fusionner avec l'autre. Mais en même temps, ses petites peurs, c'est-à-dire Chiron en Balance puis l'élite en Cancer, peut-être l'empêcherait ou du moins teinterait sa personnalité de ça si jamais elle en a pas conscience. Fait que ça se peut qu'elle soit plus insécure qu'on pense. Ça se peut qu'elle soit plus dépendante affective qu'on pense. Ça se peut que le couple soit plus important qu'on pense dans son thème astral. OK, si on regarde ces deux petits, on va dire, points faibles-là. Fait que les nuances, l'élite, Chiron, peut-être aussi, je dirais, Saturne. Si on a quelqu'un qui a plein de placements en signe d'eau, mais qu'il y a Saturne en cancer aussi, mais ça se peut que le rapport aux émotions soit un peu plus malaisant pour cette personne-là, que full, genre, acceptant, réceptivité émotionnelle, capable de se ressentir et tout. Ça se peut, là, que si Chiron, justement, est en cancer, poisson ou scorpion, ou si Saturne est en scorpion, cancer ou poisson, bref, dans les signes d'eau, mais ça se peut que le rapport aux émotions soit un peu comme off pour cette personne-là. En général, c'est parce qu'on les a invalidés dans ce domaine-là, dans leur vie. Exemple, ils viennent d'une famille où est-ce que l'émotivité, ben, c'était pas full valorisé. Peut-être qu'ils se sont fait sentir coupables d'être émotionnels, exemple, fait qu'ils ont ravalé toute leur sensibilité. Donc, ça n'empêche pas qu'ils sont sensibles, mais pour vrai, j'ai déjà rencontré en one-on-one avec mes clients des gens remplis d'eau, mais qui pleuraient pas. Exemple, à cause que Chiron est là dans un signe d'eau ou Saturne est là dans un signe d'eau. Fait que c'est quand même important à mentionner. Fait que disons, dans ce contexte-là, je dirais à la personne, je vois que tu as beaucoup de sensibilité, tu es quelqu'un qui est très réceptif, exemple, mais je sais pas si tu te le permets autant. Est-ce que tu es autant empathique envers les autres qu'envers toi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui a peut-être un petit malaise face à ta propre vulnérabilité. Fait que là, cette personne-là, dépendamment de son range, hein, des fois, c'est intéressant de dire aussi, peut-être qu'avant, c'était plus difficile, puis maintenant, tu as déjà travaillé là-dessus, ça m'étonnerait pas. Tu sais, quelque chose comme ça pour donner une marge de manœuvre à la personne, parce que, tu sais, dépendamment de où est-ce qu'elle en est dans sa vie, si elle est début vingtaine versus fin cinquantaine, c'est sûr qu'elle sera pas au même endroit. Mais d'apporter de la nuance avec ça, surtout avec Saturne et surtout avec Chiron. Même chose, exemple, pour les signes de feu, OK? Si jamais vous avez quelqu'un qui est rempli de signes de feu, mais qui a Saturne en bélier, bien peut-être que cette personne-là est pas aussi comme go-getter, pas aussi fonceuse que ce qu'elle en a l'air, parce que Saturne vient freiner l'expression de ce signe. Fait que Saturne en bélier, c'est freiner l'impulsion de « je fais ce que je veux, j'y vais, let's go ». Fait que c'est des gens qui vont être plus prudents ou c'est des gens qui vont pas nécessairement oser prendre toute la place ou oser foncer. OK? Fait que c'est bon à savoir. Si jamais on voit quelqu'un qui est rempli de Sagittaire mais qui a Saturne en Bélier, mais peut-être qu'il est pas aussi entreprenant qu'on pense, qu'il est pas aussi genre let's do it qu'on pense. Même chose, je sais pas, quelqu'un qui est rempli de Lion mais qui a aussi une Saturne en Lion ou Chiron en Lion, mais peut-être que cette personne-là aimerait briller, mais ose pas trop, ou un petit rapport malaisant à se montrer, ou vraiment être de l'avant, OK? C'est intéressant à savoir aussi, parce que si on est en train de dire « Ah oui, t'as Vénus en Lion, Soleil en Lion, Ascendant en Lion, comme toi, c'est sûr que tu prends la place puis t'aimes ça qu'on te regarde », ce sera faux dans ce cas-ci, parce que Saturne, exemple, vient limiter l'expression pure du lion, ou Chiron vient, peut-être rendre le sujet un peu plus sensible pour cette personne-là. Fait que oui, fondamentalement, leur essence, le lion a besoin de montrer son talent et d'être reconnu, oui. Mais peut-être que leur rapport à ça est pas nécessairement pur et pas nécessairement comme juste à l'aise. Et c'est bon de le mentionner parce que c'est pour ça que, exemple, les gens se reconnaissent pas tout le temps dans leur thème ou dans leur signe. C'est que, ah oui, moi je suis lion, mais je suis quelqu'un de timide. Mais je vous garantis que, bon, peut-être qu'il y a des placements en vierge ou peut-être qu'il y a des aspects à Saturne ou peut-être qu'il y a juste Chiron en lion, exemple. Fait que ça n'empêche pas que ça, c'est quelque chose qui t'a développé dans leur vie, d'apprendre à prendre la lumière, prendre la place, ne pas se sentir coupable de le faire, exemple, puis de l'assumer, tu sais, de pas se sentir malaisé si jamais c'est le cas. Ça fait partie de leur chemin et ça, c'est quelque chose à expliquer d'ailleurs, mais c'est pas pour rien qu'on peut être à côté de la traque si jamais on dit « Ah oui, toi, briller, être au centre, comme, tu sais, prendre ta place, c'est quelque chose qui vient naturel, comme c'est faux. »
Fait que tout est dans les nuances, OK? Et tout est dans la maîtrise de qu'est-ce qu'on voit. C'est sûr que ça vient avec le temps, c'est sûr que ça vient avec la pratique, on s'entend. Et c'est pas pour rien là, que le Astro Club est là, c'est pour qu'on se pratique ensemble. Parce que je comprends que des fois, ça peut être dur de faire par soi-même. Des fois, quand on commence, tu sais, on n'a pas là, 1000 clients devant nous à essayer d'analyser. Peut-être qu'on se sent un petit peu même mal à l'aise face à de la nouveauté, un thème astral en entier, par où on commence, etc. Bref, j'ai ma méthode personnellement. J'y vais au flow dans la majorité du temps parce que les demandes des clients sont toujours différentes. Des fois, il y en a qui veulent, je sais pas, miser un peu plus sur la carrière dans notre consultation. Fait qu'on va aller plus là-dessus direct. On va pas juste faire la chose dans l'ordre. Et je pense que d'être adaptable en tant qu'astrologue ou juste quelqu'un qui pratique l'astrologie, c'est essentiel. Mais quand même, n'importe qui est intéressé par l'astrologie peut aller chercher de la théorie, puis ce sera toujours bon parce qu'il faut qu'on commence par là, on s'entend. Mais je pense que de mettre les choses en pratique, c'est ce qui est le plus challengeant, mais ce qui est le plus rewarding, on va dire, dans notre pratique. C'est ce qui nous amène le plus de résultats, OK? Dès qu'on se met à la pratique, c'est là qu'on devient meilleur. Moi, j'aurais adoré pratiquer plus tôt. J'avais la chienne, OK, pour être bien honnête, parce que je me sentais pas à l'aise, parce que j'étais pas sûre de moi, etc. Et je pense que c'est normal, mais reste que le plus vite on rentre dans la pratique, le meilleur on devient. Mais c'est comme n'importe quoi. Pratiquer toute seule à faire du vélo, ben, t'as peur de te planter. Mais si jamais il y a quelqu'un qui est expérimenté ou qui connaît le vélo et qui t'aide à le faire, ben, tu vas avoir plus comme le guts de pédaler, OK? Versus si tu pédales puis c'est tout croche, tu te plantes, c'est sûr que c'est plus intimidant et c'est pour ça que, voilà, on va se pratiquer ensemble. Moi, je trouve que c'est une belle façon d'apprendre. Puis c'est sans pression, justement. Comme il y a du monde qui s'y connaissent pas tant dans le Astro Club, il y a du monde qui s'y connaissent quand même beaucoup. Fait que dépendamment de où est-ce que vous en êtes, là, idéalement, on veut que vous deveniez quelqu'un qui s'y connaît moindrement, c'est ça le but, mais je pense que de faire ça ensemble, puis d'y aller étape par étape, puis de pas se mettre de pression, justement, de juste se familiariser avec les termes, se familiariser avec différents thèmes astrales, parce que peut-être que vous connaissez déjà votre thème astral, le thème astral de votre chum, puis le thème astral de votre mère, genre, OK, nice, mais d'être face à un thème astral inconnu, quelque chose que vous avez aucun repère dessus, vous connaissez pas la personne, puis vous savez pas par où commencer, ben des fois, oui, ça peut être intimidant, mais je pense que le plus qu'on en confronte, le plus qu'on en regarde ensemble, ça va être de plus en plus facile. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire dans le Astro Club, c'est dispo en dessous de l'épisode ou sinon au intapso.com/astroclub au besoin. La première rencontre se fait fin octobre pour tous ceux qui m'écoutent en live, là. Fait que vous avez le temps de rentrer, d'étudier la matière un petit peu, puis qu'on revoit tout ça ensemble. Donc, no rush, mais c'est dispo au besoin. Fait que pour résumer, essayez de repérer en premier les planètes personnelles, surtout, sont dans quel signe, OK? Est-ce qu'il y a un regroupement de planètes dans un signe, puis un regroupement de planètes dans un autre? Est-ce que peut-être il y en a plus dans un coin, puis là, il y en a une qui est à part? Puis on parle de planètes personnelles, encore une fois, parce qu'il y a des planètes générationnelles, évidemment, tu sais, Pluton en Scorpion, il y a plein de monde qui ont ça. Pour certaines personnes, ça va avoir un impact un petit peu plus grand. Pour d'autres, on va pas tant en tenir compte. Comme si c'est la seule planète que cette personne-là a en Scorpion, je considérerais pas qu'elle a une planète en Scorpion parce qu'elle n'est pas personnelle, right? C'est pas tant dans son essence. C'est sûr que si ça fait un carré peut-être à son soleil, bon là, on pourrait le considérer autrement, mais reste que on regarde les planètes personnelles en signes. Est-ce qu'il y a des signes là-dedans qui vont bien ensemble? Est-ce qu'il y a des signes là-dedans qui sont un petit peu en contradiction dans leur façon de faire, dans leur façon de penser, leur façon de procéder? Et c'est très souvent le cas parce que, exemple, Mercure peut être soit dans le signe du soleil, OK? Si quelqu'un est Gémeaux, il peut soit avoir Mercure en Gémeaux, Mercure en Taureau, un signe avant, ou Mercure en Cancer, un signe après. C'est tout. Fait qu'on a quand même 2 chances sur 3 d'avoir Mercure dans un signe qui est pas pareil que notre soleil. Fait que déjà là, il y a un petit dilemme, OK? Exemple, on est Gémeaux, mais on a Mercure en Cancer. Fait qu'on est quelqu'un de logique, on est quelqu'un qui est très mental, mais en même temps, on est quelqu'un qui peut être aussi intuitif ou être capable de remarquer certaines subtilités, certains non-dits, parce que notre Mercure, la planète de la communication, est dans un signe d'eau, tandis que notre soleil est dans un signe d'air. Donc ça, c'est une différence qui va être très commune chez les gens Mercure et Soleil. Il y en a beaucoup qui l'ont dans le même signe, puis ça, la pensée et la façon d'être va être cohérente, OK? On va penser de la même façon qu'on est, mais des fois, on est d'une façon et on pense d'une autre, et c'est là que ça amène parfois des dilemmes. Dilemme au niveau de Mercure et de Soleil, je dirais pas ça nécessairement. C'est un peu fort comme mot, mais quand même, des façons différentes de penser et d'être, OK? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut communiquer à la personne et c'est souvent commun, fait que je le mentionne au besoin. Mais outre ça, est-ce qu'il y a des
des signes qui vont juste pas ensemble, OK? Ou des archétypes qui sont très différents parce que si oui, je vous garantis que cette personne-là ressent une grosse différence à l'intérieur de elle et c'est ça qui vaut la peine d'être mentionné, je vous dirais quasiment au début. Et outre les planètes en signe, puis qu'est-ce que ça en fait ressortir, là? Les subtilités. Chiron, Saturne, surtout, Lilith aussi des fois. Donc, ça peut nous donner des indications qui sont un petit peu derrière le décor, on va dire, en arrière-scène, mais qui prennent quand même beaucoup de place dans la personnalité. Fait que prenez pas les planètes en signe pour acquis, allez regarder quand même Saturne, Chiron et Lilith au besoin, parce que c'est ça qui va ajouter comme la petite nuance beaucoup plus subtile qui peut venir résonner avec la personne encore plus. Bon, c'est pas mal ça pour cet épisode. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus ma façon d'interpréter l'astrologie et de faire ressortir les choses qui parlent le plus aux clients ou à vos amis ou à, bon, peu importe la personne que vous avez en face de vous. On va en parler plus, évidemment. Astro Club, j'arrête pas d'en parler, mais c'est parce que ça va être mon nouveau bébé, OK? Fait qu'habituez-vous. Mais reste que j'espère que vous avez aimé cet épisode, que ça vous a aidé, que ça a apporté de la valeur dans votre compréhension. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas de rate le podcast 5 stars si jamais ça vous tente. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.